Merci beaucoup déjà pour l'organisation, Edouard. Tu fais des super taf. Et surtout en temps de confinement, je trouve ça super d'essayer de motiver un peu les gens à parler et à les occuper pendant le confinement du Covid. Donc ce soir, je vais vous présenter comment créer un kit de widget en Flutter. Tu l'as très bien présenté pour moi il y a quelques minutes. Mais pour rappel, oui, c'est comme on utilise du matériel, du Cupertino. Et ben, moi, j'ai eu besoin d'en créer un autre. On m'a donné enfin, j'ai été chercher un autre design. Et j'ai dû tout recréer de zéro. Et je me suis dit, est-ce que je le fais en Android, est-ce que je le fais en iOS, est-ce que je le fais en Flutter? Je l'ai fait en Flutter pour m'entraîner, pour m'amuser. Et c'est ce que je vais vous montrer ce soir. Et en plus, c'est beaucoup plus simple que si on avait à le faire en Android. Pourtant, vous savez que, pour ceux qui me connaissent, j'adore faire de l'Android. Je fais beaucoup de trucs assez poussés visuellement en Android. Mais ça, honnêtement, ça, moi, j'aurais même pas essayé de le faire en Android, quoi, parce que ça prend un temps fou pour des tout petits détails qui sont un peu chiants, quoi. Est-ce que ça marche si j'avance? Donc, je rappelle, je suis Florent Champigny. Je suis pas mal connu dans la communauté Android parce que, de un, je suis l'administrateur du Slack Android France. Je vous ai mis le lien en dessous. N'hésitez pas à nous rejoindre. On est beaucoup. Il y a même des Googlers dessus, donc c'est super cool. Il y a beaucoup d'entraide. Il y a aussi le Slack Flutter, qui est super bien, qui est administré par Edouard. Donc, rejoignez-le aussi. Et oui, il y a du Batman derrière. Il y a aussi une petite peluche d'Art, mais celle-là, je ne vais pas vous la donner. Euh, et j'ai un GitHub qui est très très fourni en Android, qui commence à l'être un peu en Flutter. Il doit y avoir quelques libres d'animation. Il y en a une aussi pour faire de la lecture de musique depuis les assets, qui est un peu utilisée. Et beaucoup de libs Android, des libs UI surtout. Une de mes préférées, ça doit être Shape of You. Donc, si vous voyez ce hashtag, c'est le Stay at Home. C'est juste pour revenir sur une initiative que je trouve très bien de Edouard de proposer des conférences, des meet-up pendant le confinement. Euh, Parce que bah, les gens s'ennuient. Mais moi, j'avoue, des fois, le soir, je m'ennuie. Donc, ça me fait plaisir d'aller voir des petites slides comme ça à 18h parce que, bah, à part du Netflix, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi, puisqu'on ne peut pas sortir de chez nous. Et j'en profite pour vous dire que, par exemple, ce soir, j'ai invité mes parents à venir voir ce live parce que bah, eux aussi s'ennuient à la maison. Et n'hésitez pas à leur dire bonjour dans les commentaires. Moi, je trouverais ça marrant et eux le verront aussi. Donc, dites bonjour les parents de Florent. Et si vous avez des gens autour de vous qui s'ennuient, n'hésitez pas aussi à leur envoyer le slide. On leur envoyer le live, c'est sur YouTube, donc s'ils ont que ça à faire, faites-le. Et dernier truc, euh, je vais faire un peu mon YouTuber ce soir, donc commencez par mettre un pouce bleu en dessous, ça va aider Edouard pour le référencement. Mettez la cloche, et comme ça, vous pourrez voir les prochaines vidéos du Flutter Live. Je trouve ça très bien. Ah, il y a plein de commentaires pour mes parents, c'est cool. Bonjour maman, papa. Petite anecdote, Edouard a aussi invité ses parents à toutes les autres lives qui ont été faites depuis le début. Donc, je travaille pour IDEAN à Montpellier. Et IDEAN adore Flutter. Depuis le début, on a réussi, nous, en tant que développeurs, à remonter le sujet Flutter, à le faire adopter. Et autant que la dernière fois, pour la Flutter Europe, qui s'est fait à Varsovie, ils n'ont pas hésité, ils ont pris un sponsor pour aider la communauté Flutter à se développer, quoi. Et c'est super cool, ils commencent à faire du coup du médium et nous aident en tout cas à monter des projets open source. Et je vais répondre à... Bonjour aux parents de Florent, votre fils est génial, merci. Euh, je vais commencer par répondre à une question simple. Est-ce que Flutter est présent en entreprise? On me le demande souvent. On le demande d'ailleurs à tout le monde, à la Terre entière. Est-ce que du coup Flutter c'est juste pour faire des trucs dans son garage ou non? Et ben moi je peux vous répondre qu'en tout cas nos commerciaux en parlent aux clients, que les clients viennent nous en demander. Il y a les développeurs, il y a peut-être un tiers voire un demi de la boîte qui s'y est formé à Flutter et qui adore. Même des développeurs qui de base étaient purement natifs et qui ne voulaient pas entendre parler de React Native. Flutter, ils adorent. Les designers adorent aussi parce que bah, on peut tout faire en Flutter, alors qu'on se sent un peu bridé quand on fait des techno natives, visuellement parlant, j'entends.
On a des projets qui sont actuellement développés en Flutter et on a des projets qui sont en train de sortir ou qui sont sortis en Flutter. Dont un projet que je vais vous parler maintenant, c'est le projet Bouge chez toi, qui a été développé sous le haut patronage du ministère des Sports, ça se dit comme ça. Et c'est un projet qui est pas open source, non, je dis des bêtises, mais qui est dispo sur Android et iOS et qui permet de faire du sport à plusieurs à la maison en vidéo avec d'autres personnes. C'est un super projet et Aidian a aidé ce collectif à sortir l'application très rapidement, surtout aussi grâce à Flutter, pour le sortir, pour aider les gens pendant le Covid. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'une librairie qu'on a développée avec mon collègue Olivier Bonvilla, que je remercie d'ailleurs, je ne sais même pas s'il est sur le live. Je vois qu'il y a le lien du projet sur les commentaires, c'est cool. Donc on a développé une librairie Flutter Neumorphic avec Olivier, que je redis encore, je remercie pour l'aide qu'il m'a apportée. Et donc en première partie, on va poser les bails. Qu'est-ce que c'est Flutter Neumorphic? Après, je vais vous montrer en fait qu'un widget, c'est pas une vue Android, c'est pas la même chose du tout que si on le ferait sur Android. Là, c'est un argument. Je vais vous montrer après, suite à ça, comment on va créer un simple widget qui est un slider, pouvoir sectionner un H par exemple. On va rentrer dans un cas un peu plus compliqué. C'est les box décorations, les décorations. Vous avez peut-être dû en utiliser en Flutter, mais je vais vous montrer pourquoi on a dû en créer et ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment pas simple. Enfin, moi, je trouve que c'est pas simple. Après, en utilisant un décoration, je vais vous montrer comment créer une checkbox. Et, à la toute fin, comment on peut arriver à mettre un thème qui est global à l'application et qui sera mangé, qui sera utilisé par en tout cas, de la lib. Donc, pour ceux qui me connaissent, je fais de l'Android, ça c'est pas un secret. Hein. Depuis la version 2.1, donc la version où vous étiez peut-être à l'école au moment où c'est sorti. Moi j'étais à l'IUT en première année, donc là j'ai bientôt 30 ans, donc ça commence à dater. D'ailleurs, petite anecdote, si on regarde le thème d'Android 2.1 et qu'on le compare maintenant à ce qu'on appelle du dark theme, bah, en fait c'est un peu la même chose, quoi. Je trouve que ça... Ceux qui disent qu'ils font du dark theme, bah, en fait, c'est qu'ils ils reprennent un peu du design qu'on faisait en 2.1, des fonds un peu noirs avec des trucs un peu flashy verts dedans. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le dans les commentaires, moi ça me fait rien. Et je fais du Flutter depuis la Flutter Live, qui était il y a 2 ans. Et ça m'a super hypé de voir ce qu'on arrivait à faire en très peu de lignes de code et d'avoir des effets graphiques de fou, quoi. Et pourtant, je ne voulais pas entendre parler de React Native, de toutes les autres solutions un peu de roumain qu'on pouvait voir sur le marché, qui fonctionnaient, mais qui n'étaient pas, à mon sens, très, très utilisables. On me dit qu'il y a des petites coupures. Donc, première partie, on va poser les bails, la librairie Flutter Neumorphic. Je ne vais pas aujourd'hui parler je vais pas faire la promo de la lib, c'est pas le but. C'est juste, je vais m'appuyer sur cette librairie, sur ce qui a été fait dedans, pour vous montrer comment on crée des widgets Flutter. Je me suis basé sur quelque chose que j'ai vu sur Dribbble. C'était un kit de widgets neumorphiques. Je n'ai pas mis la source, j'aurais peut-être dû. Et je me suis dit, il y a beaucoup de coupures. Je ne sais pas si ça vaut le coup que je revienne sur le live, Edouard, à toi de me dire. Non, pas de réponse. Je vais continuer. Alors, j'ai trouvé ça super intéressant. Je connaissais pas du tout le neumorphique. Du coup, j'ai montré ça à mon collègue, qui était juste à côté de moi à l'époque, et je lui ai demandé son avis. Hop, on avance. J'ai regardé un peu ce que c'était que le neumorphique. Beaucoup de personnes disaient que c'était de la hype, c'est juste un truc qui allait passer. Beaucoup disaient que c'était moche, beaucoup disaient qu'ils adoraient. Moi, je me suis dit, techniquement, ça change. Quand on est habitué de faire du matériel avec une source de lumière au-dessus qui projette l'ombre et qui l'affiche tout autour, alors que du neumorphique,
en fait, c'est une forme qui a du relief. Sur le côté, enfin, on ne pourrait pas passer la main en dessous, contrairement à une carte neumorphique. Là, c'est vraiment une forme qui est en relief, qui va se surélever par rapport à l'arrière-plan, et qui va, dans beaucoup de cas, garder la même couleur. Je vais vous montrer ce que c'est, enfin, avec un exemple qu'on utilise du thermoformage plastique. Pour moi, ça ressemble beaucoup à ce que fait le neumorphique. Tu as une matière qui vient pousser sous la plateforme, qui vient se pousser sous la plateforme, et la plateforme va prendre la forme de l'objet qui est en dessous. Et ben, le neumorphique, c'est ça. Et du coup, sur le côté, tu vas avoir une ombre qui va être blanchie et une autre qui va être noircie. Et à certains endroits, tu as une forme qui va être enfoncée. On a sorti de ça, vu qu'il n'y a pas spécialement de spec, 4 formes. Donc le flat, c'est juste quand c'est un élément qui est plat, qui est surélevé. Le convexe, quand c'est un élément qui est un peu arrondi sur le dessus, mais qui est surélevé. L'inverse, quand il est arrondi vers l'intérieur, c'est du concave. En gros, s'il y avait une goutte d'eau qui se poserait dessus sur le convexe, elle sortirait du bouton, alors que sur le concave, elle irait au milieu. Et le dernier, c'est l'embosse, c'est la forme qui est enfoncée à l'intérieur. Et en fait, en utilisant au moins je vais vous parler que du flat et du emboss aujourd'hui, en utilisant ces deux-là, eh ben, on peut trouver une différence avec ce que fait matériel. En matériel, l'ombre, donc l'élévation, ça s'appelle comme ça en matériel, ça donne une priorité à l'élément. Celui qui a le plus d'ombre, c'est celui qui est le plus important, qui est le plus proche de nous. Alors qu'en neumorphique, eh ben, tous les éléments sont censés avoir normalement la même élévation, et l'élévation est vraiment pas importante pour la priorité. Par contre, on peut utiliser cette élévation qui est positive ou négative pour donner un état à la vue, pour donner un état à notre widget. Et ça, je trouve ça super intéressant, et surtout, c'est ce qui fait que ça change de matériel. Alors, moi, ce que j'ai dit à mon collègue Olivier, c'est que je trouvais ça super cool, ça change, ça ressemble un peu à un matériel quand même, donc c'est pas non plus une grosse révolution, mais techniquement, je trouvais ça cool. Olivier m'a dit que oui, il avait bien envie de tester, par contre, lui, il trouvait que c'était genre super moche, quoi. Mais d'un point de vue développeur, il trouvait ça cool à mettre en place. Je vous invite à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de ce design-là. Je vous dis pas que c'est le meilleur design au monde. Je vous demande juste, est-ce que vous, au premier abord, vous trouvez ça cool? Oui ou non? Et si vous aimez, pourquoi? Si vous aimez pas, pourquoi? Ça fera des retours assez intéressants. Donc, la première difficulté qu'on avait sur le neumorphique, ça s'appelle comme ça, je ne sais pas d'où sort le nom, hein, c'est que les ombres externes en Android ou en Flutter, ça se fait super bien. Tu as ce qu'on appelle des box shadows, ça se calcule bien. Par contre, bizarrement, il n'y a pas d'ombre interne en Flutter, ça n'existe pas. Ça n'existe pas en tant que widget ou en tant qu'élément d'un décorateur. On a dû le refaire à la main, surtout Olivier en fait, c'est lui qui l'a fait, ce truc-là. Moi, j'aurais pas eu le courage. Il l'a refait à la main en utilisant des canevas. Et ça, je vais vous montrer plus tard comment il a fait. Et quand il y a quelque chose de positif, ça va donc dessiner en dehors. Quand c'est négatif, ça va dessiner vers l'intérieur. Et c'est ça qui va donner l'effet d'élévation ou de profondeur. On a commencé par créer un neumorphic container. C'est juste un container qui va avoir des options en plus qui vont gérer du coup l'élévation, qu'on appellera def ici, la source de lumière qui peut bouger, contrairement à un matériel qui est au-dessus, là on peut, je ne l'ai pas montré dans la vidéo, mais on peut la faire tourner tout autour de la scène. On pourrait même la faire tourner en temps réel. Si vous téléchargez le sample de la librairie, vous pouvez vous amuser avec et la déplacer. On va pouvoir changer l'intensité de la lumière, changer la couleur de l'objet, changer la forme de l'objet, la box shape, et la shape, ici, c'est convexe, concave ou flat. Ça, c'était le premier élément à créer. Et après, juste en utilisant cet élément, ce container, on va pouvoir faire un peu comme si on faisait un peu de Lego. On va pouvoir prendre ce container et le mettre dans d'autres widgets Flutter et
reproduire avec ça les switches, les checkbox et tout ça. Alors je vais vous montrer vite fait comment ça... Non, ça consomme pas trop de ressources de faire tourner la lumière en temps réel parce que Flutter, à chaque frame, va tout recalculer, comme en matériel en fait. C'est juste qu'à l'instant T, en fait, il va juste recréer le corner radius. Oui, on a un corner radius, on peut même le mettre en rond. Là, on est en train de travailler pour le mettre avec une forme spéciale, même avec un custom pass. Donc, si on voulait faire ne serait-ce qu'un bouton, on a ce container. Je vous montre à la fin les autres couleurs. On a ce container et un bouton, au final, c'est juste un container dans lequel on a mis un gesture détecteur pour détecter le fait que quelqu'un appuie dessus. On change l'élévation au moment où il appuie et on la remet à 0 après. Et on a notre bouton. Je vais continuer avec la checkbox. On prend le bouton. On a besoin de savoir quand il clique. On rajoute au-dessus du bouton un code qu'on a déjà et qui est déjà clé en main, une gestion d'état pressé ou non pressé. Le pressé est à droite, le non pressé est à gauche. Et on a notre checkbox. On repart de la checkbox. On rajoute juste un container qui va gérer, un container qui va gérer la gestion d'une valeur du groupe. On peut cliquer. Voilà. Qui va gérer la gestion de la valeur du groupe pour qu'il n'y en ait qu'un cliqué à la fois. Et on a le bouton. Au final, c'est que ça. On va toujours, contrairement à Android, où on va étendre un objet. Là, on va juste prendre un objet qu'on a déjà qui marche et le remettre dans un autre widget Flutter. Et on va avoir un comportement qui va être propre et qui va marcher par rapport à notre widget. Le switch, eh ben en fait, on prend deux containers et le seul truc qu'on va faire, c'est au moment où on clique, on va, d'ailleurs j'ai oublié de mettre le gesteur détecteur, si je crois que je l'ai mis juste après, on va déplacer on va changer l'alignement de notre switch. Et oui, je suis d'accord, par contre, c'est un problème pour les malvoyants. Avec l'intensité que j'ai mis de base, c'est pas très lisible. Par contre, il y a moyen de jouer avec des bordures ou l'intensité de la lumière pour le rendre visible à tout le monde. Là, j'ai juste l'intensité par défaut. Si on la met à fond, on verra beaucoup mieux. Là, je vous laisse tester dans l'application. Et daltonien, je suis daltonien aussi. Alors, le slider, au final, c'est... Si on part du principe que le gradient, c'est un container neumorphique, au final, c'est juste 3 containers neumorphiques dans un stack. Je ne vous apprends pas ce que c'est qu'un stack. C'est l'équivalent du frame layout en Android. Et on rajoute juste un gesteur détecteur autour. Et au final, on a composé notre slider. Bon, j'arrête de vous embêter après avec tout ça. Je vous montre juste le dernier en date, qui est un peu compliqué, c'est le toggle. Et vous voyez que faut vraiment bien composer et en mettre beaucoup, beaucoup pour avoir l'effet escompté. Par contre, je n'ai à aucun moment étendu le container ou étendu un gesteur détecteur. C'est vraiment que de la composition. Et au final, état actuel, bon, ça ressemble plus trop à ça, j'ai changé la gestion des ombres, mais j'ai plein de widgets actuellement utilisables en Flutter. On l'a rendu open source sur le GitHub d'IdeaN. Actuellement, on est à la version 1.0.3 et je l'ai poussé sur Flutter, je ne sais plus comment on l'appelle, pub, dart.pub. Et actuellement, je dois être autour des 90 ou des 92 de scoring. Donc ça a été quand même assez bien accepté et j'ai quelques retours, quelques issues. Donc je trouve ça super. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'utilisent, il y a des gens qui m'ont remonté des erreurs. Moi, je trouve ça bien qu'on me remonte des erreurs, au contraire. Je préfère que les gens testent des cas un peu tricky et qui nous fassent même une vidéo pour nous permettre de faire évoluer le projet. Alors, un widget, il faut arrêter de croire qu'un widget, c'est une vue. Un widget va se dessiner en tant que vue. Par contre, un widget, c'est pas comme une vue Android, dans le sens où si on le recrée, ça drop tout et ça recrée tout, et ça, c'est super gourmand pour les ressources. Ici, un widget, en Flutter, c'est un argument. Ce que vous savez, ce que c'est que la différence entre stateless et stateful. Pour tous ceux qui ont déjà essayé de faire des
des petits exemples en Flutter, souvent on a l'habitude de mettre des stateful et on ne sait pas ce que c'est spécialement la différence entre les deux. Moi au début j'étais complètement perdu, hein, parce que dans les deux tu as un constructeur, dans les deux tu peux avoir des variables des fois. Et en fait, la différence, ça va être au moment où on va vouloir dessiner la vue. Un stateless contient directement la méthode build, donc c'est lui qui va directement euh, qui va directement avoir la logique pour dessiner la vue, alors qu'un stateful va instancier un state, un contrôleur, qui lui va être persisté dans l'arbre des vues. Et la différence va se faire, c'est que le state, c'est lui qui va dessiner la vue. Et si on veut mettre à jour, par exemple, un texte dans un stateless widget, on va devoir demander aux parents du stateless widget de le recréer avec un argument différent dans son constructeur pour qu'il redessine le texte. Si tu es dans un stateful, et ben en fait, tu peux, à l'intérieur du stateful, demander de rafraîchir l'état actuel et refaire le build sans avertir tous ceux qui sont en haut de l'arbre des widgets. Donc, non, je reviens juste sur le dernier. Si on regarde, en fait, l'élément stateful ici, ça va juste être un argument d'entrée pour notre vraie vue qui serait l'objet state. On a une méthode build qui va être appelée à chaque fois qu'on a besoin de redessiner les sous-widgets de notre stateless ou stateful widget actuel. Dans cette méthode-là, en fait, on va utiliser soit ce qu'on a dans le constructeur, genre je vous parlais du texte, on va demander un string dans le constructeur et on va l'afficher directement dans la méthode build avec un texte autour. Et si on est dans un stateful, on va le recevoir dans le constructeur de notre argument final et on verra plus tard, on a une méthode qui va permettre d'initialiser une variable privée par rapport à celui-là. Justement, la méthode que je vous parlais, c'est le initState. C'est la toute première fois que l'objet state va être créé, ça va appeler cette méthode. Et c'est là que du coup, on va récupérer ce qu'il y a dans notre argument et qu'on va stocker dans une variable privée, c'est possible, c'est mieux, mais pas finale, parce que ça peut un stateful est mutable par définition. Et après, toutes les autres fois où il se passe quelque chose plus haut dans l'arbre, et ben ça va pas rappeler le initState parce que le state est persisté entre deux changements d'écran. Enfin, changement d'écran, c'est pas le bon mot. Entre deux mises à jour de l'écran. Et ça va appeler la méthode dite du update widget. Et c'est là où on va voir la différence entre ce qu'il y avait avant dans le widget et ce qu'il y a maintenant. Et on va pouvoir mettre à jour nos variables privées par rapport au nouvel argument qu'on a reçu des widgets qui sont au-dessus de nous. Enfin, nous, au-dessus du widget actuel. Donc là, on va séparer ce que j'appellerais l'argument et la vue réelle. L'argument, c'est ce qui est à gauche. Là, je vais créer un widget qui permet d'afficher un texte à l'intérieur, qui va être un compteur qui reçoit juste un entier en entrée, par exemple 0, et qui va afficher current 2.0. Là, si on regarde le myItWidget, il crée son state en tout premier lieu, et le state, dedans, va y avoir une méthode initState qui va être appelée. Elle va récupérer ce qu'il y a dans le widget, dans le tout premier widget, elle va le stocker dans sa variable privée value, et directement après, ça va appeler build pour afficher current 0. Et s'il se passe quelque chose plus haut dans l'arbre et que ça recrée un myIntWidget avec 20, ça va pas appeler initState. Par contre, ça va justement appeler didUpdateWidget avec cette nouvelle valeur et build ensuite. Je vais vous schématiser ça. La première fois, ça l'appelle avec value 1, ça crée le state. Ça appelle directement après initState avec value qui lui met value égale 1 et ça affiche current 1 dans le build. Si on clique sur un bouton plus haut par exemple et qu'on recrée le myItWidget avec value égale 2, là ça appelle didUpdateWidget avec 2 et ça affiche 2. Par contre, le state entre les deux, il est persisté. Ça n'a pas recréé de state entre les deux. Vu qu'un élément est immutable, un widget est immutable parce que c'est que des arguments. Et, est-ce que ça avance?
J'arrive pas à cliquer. Ah, ça a pris du temps. J'ai l'impression que... Ah, oula, je suis allé vraiment trop loin. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous l'avez vu, je pense. Alors, je reprends. Vu qu'un widget est immutable, c'est un argument, que le state est persisté entre les deux, qu'on connaît l'ancienne valeur et la nouvelle, on peut créer une animation qui va animer entre les deux valeurs. Je trouvais super cool cette slide, avec des millénials qui sont en train de danser. Rigolez pas, surtout David, je pense que tu en fais partie des millénials. Il y en a beaucoup qui ont dû faire cette danse. Tu peux pas avoir un QI élevé quand tu fais cette danse, je pense. Désolé. Donc, pour faire les animations en Flutter, on utilise un objet qui s'appelle Twin. À quoi ça ressemble? On repart de notre widget. On rajoute un animation controller qu'on crée dans l'unit state. Et on met un ticker state mixin en haut. Moi, faut faire ça. Ne me demandez pas pourquoi ça marche comme ça. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait dans le did update widget. Le contrôleur, quand on va recevoir une nouvelle valeur, on va créer une animation, là c'est un int twin, entre l'ancienne valeur et la nouvelle, et on va demander à notre contrôleur de l'animer. Il y a d'autres façons de le faire. Je pense qu'il y en a qui vont trouver ça bizarre dans les commentaires. Il y a d'autres façons de le faire. Là, moi, j'ai utilisé un listener et j'ai demandé à mettre à jour l'état à chaque fois que la valeur change. Comme ça rappellera le build à chaque fois que la valeur change. Et il ne faut pas oublier de le dispose, cet élément-là, parce qu'il peut tourner après que l'élément n'existe plus. Et on va voir à quoi ça ressemble. Je repars de ce que j'avais avant, avec le current égale 1. Je demande à passer à la valeur 10. Là, du coup, ça va appeler did_update_widget avec le 10. Ça va créer le twin. Et le twin va donner des étapes intermédiaires, des valeurs intermédiaires au setState, qui lui va le placer dans la variable privée et dans value, et qui va rafraîchir via le setState et rappeler le build à chaque nouvelle valeur qui va être créée. Et en gros, ça ressemble à ça. Là, je n'ai pas demandé de mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, tout ça. Par contre, j'ai demandé de passer de 1 à 10 et lui tout seul me met les étapes intermédiaires. C'est quand même super pratique. Et ça, c'est ce qu'on appelle les animations implicites. Dans mon code, je vous montre la page que j'ai créée. Là, je l'appelle medium page. Hein. Elle a une variable qui est myInt, qui a 1. Elle crée juste un myWidget en lui passant cette variable. Et au moment où je clique, je passe cette variable à 10 et je demande de reconstruire le widget actuel. Donc, ça va reconstruire le myWidget avec cette nouvelle valeur et ça va lancer l'animation. Sans que nous, au moment où on fasse cette vue, on soit au courant qu'elle va animer entre deux valeurs. Et ça, c'est super cool. C'est ce que je parlais, les implicites animations. On va rester là-dessus. On va prendre un composant en fait qui est simple à faire. C'est le slider. Simple à faire en Flutter. En Android, c'est un peu plus compliqué. Pour faire ce slider, je suis juste allé voir comment Flutter faisait d'autres widgets, dont la checkbox, qui paraît simple et qui se fait complètement différemment de ce que je pensais. Une checkbox, telle que le dit Flutter, c'est pas la checkbox qui va contenir le fait qu'elle soit cliquée ou pas. En fait, la checkbox, le seul truc à faire, c'est elle va prendre en entrée le is clicked yes or no. Est-ce que je suis cliqué oui ou non? Et elle va juste avertir le widget parent au moment où on lui clique dessus pour que le widget parent change la valeur d'entrée de ce widget. Je vous montre en code comment ça se passe. On crée un checkbox, on lui donne une valeur qui est là, qui est une variable isChecked, qui est false ou true. Et au moment où on clique dessus, c'est ce que j'ai dit, ça va juste le recréer ce checkbox avec la valeur différente.
et ça va l'animer entre les deux. C'est comme ça que fait Material les checkbox. Bah, là, on va faire la même chose, en fait. Pour passer d'une valeur à une autre, on va juste avertir le widget qui est au-dessus qu'on va passer à telle valeur en suivant le doigt, et ce n'est pas du tout le slider qui va contenir cette valeur qui est en train d'être affichée. En gros, si on le met tout seul et qu'on ne lui passe aucune valeur, il ne va rien afficher, ce slider. Comment on va le composer, ce slider? Je vous l'ai montré un peu tout à l'heure. Au final, j'ai 3 éléments. Le sum, qui va y avoir, par rapport à la valeur qu'on lui donne, qui va calculer un pourcentage sur la largeur du slider, qui va se positionner au centre, enfin, qui va mettre son centre par rapport à ce pourcentage. Le container de fond va faire un peu la même chose, sauf que lui, c'est pas le centre qui va positionner par rapport au pourcent, c'est sa largeur. Et il y a un container qui est nomorphique au fond, qui lui va juste prendre toute la largeur et afficher une élévation autour. Voilà à quoi ça ressemble, l'utilisation de ce nomorphic slider. On lui donne une hauteur, on lui donne une valeur, un min, un max, et il nous avertit lorsqu'il y a une valeur qui change. On rappelle le set state, et ça déplace le sum pour nous, et ça anime tout. Alors, les étapes pour créer ce slider. On va positionner nos éléments avec soit des objets align ou des objets de type sizebox ou fractionally sizebox. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un sizebox qui va prendre un pourcentage de la taille du widget par an. Donc dans mon cas, c'est super pratique, je calcule un pourcentage. On va écouter les interactions utilisateurs avec un gestion détecteur pour suivre l'interaction dans le sens où on met son doigt et qu'on se déplace. C'est ce qu'ils appellent un pan, je ne sais pas comment ça se dit. Et on va remonter l'info au widget qui est juste au-dessus, pour qu'il nous redonne un nouvel argument et qu'il recrée le widget, donc ça déplace tout le sum, le background et tout. Donc là j'ai séparé du coup ce que j'appellerais l'argument, le nomorphic slider. Je prends en entrée donc min, value, max et le listener. Là c'est un value change. Après on aurait pu faire des fonctions aussi. Je me suis mis une petite fonction pour calculer le pourcentage directement ici par rapport au min et max. Et je crée le state. Je vais dessiner mon élément. Donc là, je n'ai pas mis tout le code, vu que le generate progress et generate background et sum, c'est juste un bloc de 5 lignes pour faire les nomorphiques. Je n'ai pas trouvé intéressant de le mettre ici, en tout cas. Mais vous irez voir, au pire, dans le code, il n'y a pas grand-chose. Partez du principe que c'est une construction de widget. Et donc, j'ai mis des fractional sizebox en fonction de ce pourcentage. Et après, le sum va être aligné par rapport au pourcentage. Ce qui est un peu compliqué, c'est que l'alignement se fait pas entre 0 et 1, où 0 serait à gauche et 1 à droite, ça se fait entre -1 et 1. Donc le calcul est un peu chelou, là. Widget fois personne fois 2, pour personne fois 2, -1. Mais j'ai expliqué pourquoi. Après tout ça, on l'entoure d'un gesteur détecteur pour écouter le déplacement de l'utilisateur, le doigt. Il y a quelques lignes que j'ai chopées sur Stack Overflow pour trouver la position du déplacement du doigt par rapport au widget courant. J'avais besoin de la taille de la vue, donc j'ai mis un layout builder autour. Il y a peut-être d'autres façons de faire. Moi, j'ai trouvé celle-là simple. Et on n'oublie pas, une fois qu'on a calculé la nouvelle valeur, qu'on a trouvé la nouvelle valeur par rapport à la position du doigt, de la remonter au listener. Et c'est tout ce que fait le slider. Donc au final, il n'y a pas grand-chose. Je vous ai mis un petit exemple. J'ai mis un âge dans une variable mutable. Je la donne au slider. Je dis qu'elle peut être entre 18 et 90. Et lorsque l'utilisateur va se déplacer, ça va juste changer cette variable âge et ça va le redessiner. Je vous ai schématisé ça à côté. Le slider va dire à l'âge widget et maintenant l'âge il est à 25. Et au final, le âge widget va redescendre l'information au slider pour lui dire maintenant, tu pars du principe que tu commences à dessiner à partir de l'âge 25. Et ça, je trouve ça super cool.
Et ça gagne énormément de place, je trouve, au niveau création de widgets, ou même en termes de logique. Je vous ai dit que, enfin, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'appelle à aucun cas le setState dans le widget, vu que je remonte juste l'information. Pour le mettre à jour, au final, il est recréé. L'information monte et elle redescend direct. Donc, bah en fait, même si c'est un objet qui se déplace, qui est mutable, si on veut, bah c'est un stateless widget. C'est pas lui qui contient le state. Il remonte l'information et il se redessine quand l'information descend. Et là où avant j'allais chercher mes informations dans le widget.quelque chose, bah maintenant c'est directement juste, je remplace par this et le code revient au même, quoi. J'ai juste supprimé le state, enlevé les accolades qui avaient en trop et le code marche aussi. On va enchaîner sur un cas un peu plus compliqué. Le LERP. Rien que le mot déjà est compliqué en fait. On dirait que t'es quelqu'un qui est en train de vomir. LERP. Pour faire du neumorphique, j'ai eu besoin de dessiner, enfin surtout Olivier en fait, a eu besoin de dessiner des ombres en dehors et aussi à l'intérieur. Pour les dessiner en dehors, on utilise un box décoration. Et pour dessiner à l'intérieur, et surtout que ça soit superposé à ce qu'il y a dans la vue, parce que si on met une image, il faut bien que si on met un effet d'emboss, on voit l'effet d'emboss au-dessus de la vue, et ben, on va utiliser un foreground decoration. C'est des attributs, enfin c'est plutôt des classes qui sont utilisées dans un objet qui s'appelle container, que vous devez connaître. J'imagine si vous avez déjà fait du Flutter. Donc là, je suis allé voir dans la doc de Flutter. On a l'habitude d'en faire en fait des containers avec des objets décoration quand on a besoin d'afficher une couleur de fond, un gradient, une image ou une bordure. Et ben là, en fait, c'est la même chose, sauf qu'on les a créés nous-mêmes, ces containers, qui, par contre, eux, étendent box container. Là, on est plus proche de ce qu'on fait dans la programmation objet sans utiliser de la composition. C'est de l'héritage ici. Donc, je vous montre ce qu'il y a dans le code à l'intérieur de notre neumorphic container. Bon, là, il prend en entrée tout ce que je vous ai dit avant. Et à l'intérieur du build, il va demander d'ajouter un animated container. C'est important, l'animated. Et à l'intérieur, il va mettre notre foreground decoration et notre box decoration, qui est dans l'attribut decoration. Il y en a un qui va dessiner dehors, l'autre dedans. Qu'est-ce qu'il y a dans ces decorations? Un objet de decoration, en fait, il va juste créer un painter. Un painter, bah, c'est, si vous avez déjà fait d'autres trucs en Android ou autre, c'est juste ce qui va dessiner sur l'écran. Et en fait, il fait juste ça, lui, il sert juste de rôle d'intermédiaire. Dans notre cas, nous, si l'élévation est supérieure à 0, il va écrire un certain type de painter. Si elle est inférieure, il va en créer un autre type qui, lui, dessine à l'intérieur. Et en fait, quand on passe l'élévation de 6 à moins 6, on a envie que de façon implicite, ça dessine tous les états intermédiaires. On pourrait le faire avec un animated controller, qui lui changerait la valeur du def à chaque étape. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait fait au début. Par contre, c'est beaucoup moins performant. Mais on peut le faire avec ce qu'ils appellent des LERP. Il est beau ce mot. Je me souviens même pas pourquoi j'ai mis cette slide, mais si, c'est ce que je viens de vous dire, en fait, c'est le contraire. C'est une animation implicite qu'on utilise. Du coup, on n'est pas obligé de créer un objet de type animation au moment où on veut passer d'une valeur à une autre, et on va utiliser les LERP. Dans l'objet box décoration même, il y a deux méthodes qu'on est obligé de surcharger. C'est le LERP from et le LERP to. Et si vous allez voir toutes les décorations qu'il y a sur Flutter, ils auront tous les mêmes lignes à l'intérieur. Il y a un scale au début, après il y a un LERP, après il y a un LERP from, un LERP to, tout ça. Ce qui est important, en fait, c'est la troisième ligne, c'est le LERP qui prend en parenthèse A, this et T. Qu'est-ce que ça veut dire déjà LERP? LERP, ça veut dire Lineary Interpolate. C'est quand on fait des animations, c'est ce qui va permettre de passer d'une valeur à une autre en donnant des valeurs intermédiaires. Je vous montre un exemple. Si
on a une élévation qui est à 6, qu'on veut la passer à 10, avec une couleur qui est en blanc et qui va passer en gris avec B, et bien en fait, le LERP va nous donner les étapes intermédiaires, va nous demander en tout cas de lui fournir les étapes intermédiaires pour qu'il anime tout ça. Donc on va passer par 7, 8, 9, et même les couleurs intermédiaires, et pour tous les objets qu'on aurait créés nous-mêmes, par exemple un border radius ou autre, on va devoir créer des méthodes LERP à l'intérieur et lui dire comment calculer les valeurs intermédiaires. Et c'est ça ce qui va fournir les animations implicites. Je vous montre ce qu'il y a dans la méthode LERP, qui est un peu grosse, mais qui ressemble toujours à la même chose. Comme je vous dis, on l'a chopé un peu des box décoration de Flutter. On va mettre le truc au début pour les scales, tout ça. Je ne sais pas spécialement ce que ça fait, mais ce qui est important, c'est plus ce qui est en dessous. La dernière étape, en fait, on va créer une copie intermédiaire de notre box decoration avec les valeurs intermédiaires qui, elles, appellent des méthodes LERP sur le type d'objet. Donc des LERP double, des LERP color, des LERP mon objet que j'ai créé moi-même. Seul truc qui est un peu compliqué, c'est de l'ERP des booléens. Parce que passer de 0 à 1, bah, on passe de 0 à 1. Quand on n'a pas le droit de. Enfin, passer de vrai à faux, on ne peut pas passer de vrai à presque vrai. On n'est pas en quantique, quoi. Là, on est obligé de sauter une étape à ce moment-là. Et si vous regardez, un truc intéressant, c'est le dernier, c'est le light source qu'on va pouvoir. Nous, on a rajouté une méthode à l'intérieur. Si on commence en haut à gauche de l'écran avec une light source et que tout de suite on le déplace en bas à droite, et bien il va faire le tour de l'écran pour aller en bas à droite. Et comme ça va contourner la vue si on déplace la source de lumière. Et ça, je trouve ça super cool. Et si vous vous demandez ce qu'il y a dans une des méthodes de l'ERP d'un type, en fait, il va prendre une valeur, une deuxième et un t qui est pour un pourcentage en fait, et il va faire un calcul chelou c'est une sorte de produit en croix pour trouver la valeur à l'étape t. Et pour les couleurs, il y a un calcul différent et tout ça. Mais ça, on peut le créer nous-mêmes aussi pour des valeurs custom. Et c'est comme ça que si on commence à 6 et qu'on envoie vers -6, et ben tout seul, le box decoration, il sait qu'il doit être animé parce qu'il est dans un animated container, et il va calculer toutes les valeurs intermédiaires et les présenter une par une pendant le temps de l'animation. Et ça, c'est gratuit au niveau de l'utilisation. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'animer l'objet nous-mêmes quand on l'utilise dans une application. Et pour ceux que ça intéresse, voilà le code qui utilise le LERP. En fait, c'est que tu as plein d'animations dans l'objet container, animated container, qui sont des twins. Et lui va utiliser ce qu'on appelle un twin visitor pour dire je suis à tel pourcentage de mon animation, donne-moi la valeur actuelle. Ça, on va l'utiliser pour beaucoup d'autres objets qui vont devoir changer l'élévation de notre objet neumorphique. Comment tu gères la duration? La duration, c'est un argument qui est dans l'animated container. C'est-à-dire que nous, on l'a mis dans le neumorphic container et il redescend dans l'animated container. Donc tu peux le gérer toi-même, tu peux même changer la courbe et tout seul. C'est bien pensé. Avant de vous parler du checkbox, je vais juste revenir sur le bouton, qui lui au final fait ça. Il passe l'élévation, la profondeur, de 6 à 0 au moment où on clique. Et ça, au final, c'est juste, ça s'appelle juste un set state avec une def à 0, puis ça le rappelle avec la def de base. Et ça avec l'animation implicite. Là, je vais vous montrer un super exemple avec des groupes que j'écoute au quotidien. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que malheureusement c'est vrai. Je vous laisse commenter pour savoir quel groupe vous aimez le mieux, sachant que celui qui a le plus de ventes d'albums en ce moment, je crois que c'est Jul. Il doit avoir beaucoup de disques de platine. J'ai regardé récemment, doit avoir une vingtaine de disques de platine. Ça me fout la honte, mais c'est comme ça. Sachant que j'en ai personnellement 2 dans ma voiture, des disques de Jul, qu'on m'a offert en me disant t'aimes Jul, t'as des disques de Jul? Bah oui, mais vous me les avez offerts, les mecs. Bref. Donc, on a un état qui est non pressé. Pour fermer, c'est en haut à droite. Salut. Un état qui est non pressé, qui est à une hauteur de 5.
et quand il est pressé, ça le met à -5. Comme ça, il va s'enfoncer, et en plus, il va changer la couleur. Et c'est exactement le cas que je vous ai montré tout à l'heure avec les valeurs intermédiaires. Comment ça s'utilise? La checkbox, bah, au final, c'est le même code que celui de Material, sauf que j'ai juste préfixé le neumorphique. On prend l'entrée de valeur, et on remonte l'information au moment où le clic s'est effectué. Et ça redessine en changeant la valeur. Donc, le code, je me suis mis une petite méthode onClick qui est privée, qui va remonter l'information au listener. Tu connais pas Aya Nakamura? Je te conseille d'écouter. Tu vas me tuer après. Donc, dans la méthode build, j'ai juste mis quelques lignes pour aller chercher les informations qu'il y a dans le thème. Vous verrez dans la dernière partie comment ça se gère. Mais c'est un peu comme provider, si vous utilisez. Ça va aller chercher un inherited widget pour voir ce qu'il y a dedans au niveau du thème qui a été configuré. Et juste après, je mets un neumorphic button pour gérer la gestion du clic tout seul. J'appelle ma méthode lors d'un clic de ce bouton. Et à l'intérieur, je fais juste une ternaire pour, en fonction de l'état qu'on m'a donné dans les paramètres, mettre telle ou telle couleur, telle ou telle élévation. Et c'est tout. Au final, une checkbox recrée de 0, si on part du principe que le bouton existe, la checkbox fait quoi? Fait 30 lignes, 20 lignes, même pas. Et c'est presque gratuit à faire, quoi. J'ai oublié de mettre Maître Gims, t'as raison. Dernière partie, la gestion du thème. Je viens de vous en parler à l'instant. La gestion du thème, j'ai utilisé un inherited widget pour le faire. C'est comme ça que c'est marqué dans les specs Flutter, et ça marche très bien. C'est un peu verbeux. Dans l'objet thème, si vous avez déjà utilisé en matériel, j'ai créé un autre objet que celui de matériel qui gère une couleur de base, donc la couleur du background et de l'élément, la couleur accentuée de l'élément, donc en fonction, si c'est une checkbox par exemple, c'est la couleur qui va être utilisée au moment où l'élément va être pressé. La variante, c'est juste utilisé, dans mon cas, pour les gradients. Par exemple, dans le slider, ça va faire un gradient de l'accent vers la variante. Il y a une élévation par défaut pour, du coup, tous les widgets qui sont en dessous, qui est définie. Une intensité de lumière et la source de lumière. Donc, si on représente l'arbre, c'est important de se mettre au-dessus de la Material App. C'est une issue qu'on m'a remontée. C'est que si on se met en dessous et qu'on change de page, mais qu'on voulait garder le même thème global, en fait, la navigation, elle est gérée au niveau du Material App. Et si on change de page, ça détruit à peu près tout ce qui est en dessous pour mettre du nouveau contenu. Et si le neumorphic thème était en dessous, au final, dans la nouvelle page, on ne va pas pouvoir y accéder en allant remonter l'arbre et chercher l'information qui nous intéresse. Donc là, on fait un peu nos Kaira, on se pose au-dessus, on se met en tant que premier widget, ou au moins au-dessus de la navigation. Si on a un élément qui a besoin d'aller chercher une information, on lui dit d'aller chercher dans le thème. Ça, c'est géré en interne, pas besoin de le faire à la mano. Et en fait, le neumorphic theme va intercaler entre du coup ce widget neumorphic theme et le Material App un inherited widget qui est de type neumorphic theme, enfin qui va contenir des neumorphic theme data. Je l'imaginais que quelqu'un avait mis un commentaire pour me dire pourquoi t'as pas utilisé provider, et j'ai créé une lib provider qui marche super bien. D'ailleurs, qui marche super bien. Je suis d'accord avec ça. La lib, moi, je l'utilise dans quasiment tous les projets que je fais en Flutter. Merci Rémi si tu me regardes actuellement ou si tu me regardes plus tard. Un petit Français qui a fait, un Français qui est maintenant très connu en Flutter et qui a fait beaucoup de libs. Et donc oui, je n'ai pas utilisé Provider qui permet de gérer plus facilement les inherited widgets en Flutter. D'ailleurs, c'est faux ce que j'ai dit, la première version de la lib utilisait Provider en interne. Mais j'ai pris le pari de n'utiliser
aucune dépendance externe dans l'application, enfin dans la lib, même provider, même matériel. Il n'y a aucun composant qui vient des librairies matérielles qui est utilisé dans la lib nomorphique. Pour ceux qui vont aller voir, je suis sûr qu'il y a des trolls qui vont aller voir, le seul truc que j'utilise à certains endroits, c'est les material colors, parce que j'avais la flemme de redéfinir Black 38, tout ça. Mais en vrai, on pourrait s'en passer. Tu pourrais redéfinir un color avec 0xFF et la couleur Black 38. Et si on regarde dans ce qui a été publié, dans les dépendances, il n'y a vraiment aucune dépendance à part Flutter. Et c'est pas bête dans le sens où, actuellement, Material et Cupertino sont à moitié inclus directement dans Flutter. Mais si demain, ils décident d'en faire un package externe et par exemple pousser Material 3, et la lib ne dépend pas de Material, donc ne va pas inclure par mégarde du code dont vous ne voulez pas, sachant qu'elle ne l'utilise pas. Donc un homomorphic theme, dans mon cas c'est un stateless widget, qui va prendre en entrée des thèmes data, et si vous avez un œil fin, ça prend un thème et un dark theme, qui permet de switcher de l'un ou de l'autre facilement. Et vu que tout est en animation implicite, dès que le thème va changer, ça va redessiner tout ce qui est à l'intérieur. Ça ne changerait que tree shaking. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah oui, d'accord, c'est de l'obfuscation. Et au moment où il va se dessiner, vous le verrez plus tard, ça va rajouter à l'intérieur un inherited widget. Et on rajoute juste à l'intérieur, c'est la syntaxe, une méthode off qui, dans un contexte, dans un build contexte, donc un arbre, donc un widget de l'arbre, va permettre de récupérer par une façon inconnue pour moi, mais via la méthode depend on inherited widget, le set inherited widget qui a été inséré dans l'arbre. Je ne suis pas bloqué à Joule. C'est bien. S'il est présent, d'ailleurs le code a été changé, s'il n'est pas présent, ça va donner une valeur par défaut, ça va donner un style par défaut de maintenant, pour ne pas que des widgets crashent s'ils dépendaient d'un thème et qu'ils ne trouvent pas le thème. Donc c'est ce que j'ai dit. Il va prendre en entrée les premières valeurs de thème. C'est des arguments aussi. Hein. Si ça change, il va redessiner tout ce qui est en dessous par rapport aux nouvelles valeurs. Et il va exposer un inherited widget, donc une étape de l'arbre qui va pouvoir être récupérée parmi les enfants, dans lequel est stocké la valeur actuelle des thèmes. Et quel thème utiliser aussi. C'est ce que moi j'ai utilisé, c'est ce que j'appelais le use theme, pour savoir si on est en dark ou en light, et qui écoute en plus le thème du système. On peut lui demander d'écouter le thème système, comme ça, si par exemple vous avez configuré qu'à 18h ça passe en dark, et même sur un design homomorphique, ça peut passer en dark, tout seul. Donc, si on est dans un widget qui en a besoin, dans les méthodes build, on appelle la méthode nomorphicTheme.offContext et on récupère ce qui nous intéresse à l'intérieur. Là, j'ai récupéré le nomorphic data time qui est utilisé actuellement. Le current renvoie ça, c'est un getter. Et en fait, je vais rajouter au style, donc un argument qui est passé à mon nomorphic container, tout ce qu'il n'aurait pas défini ou surchargé. Je vais aller chercher dans le thème. Par exemple, dans le nomorphic style, on peut définir une source de lumière différente pour ce widget. Mais par défaut, il faut bien que ça utilise celle du thème. Du coup, si il est nul, ça va aller le chercher dans le thème. Et une fois qu'on a récupéré ce style qui est surchargé du thème, on va le passer à notre nomorphic container qui, lui, va le donner en entrée au box decoration. Et c'est comme ça que on peut changer juste en appelant un set state ou en appelant des méthodes sur l'objet nomorphic theme, on peut changer tout le thème de l'application juste en appelant une méthode de set inherited widget. Dans le premier à gauche, je passe en dark mode. Dans le deuxième à droite, je change la couleur
accentuée, je la passe de bleu à vert et je change l'élévation globale de l'application. Et ça, c'est fourni par le SDK et je dirais même, c'est fourni par Flutter. C'est gratuit de le faire en Flutter. Vous pouvez même le faire. En fait, c'est ce que vous avez un peu l'habitude de faire en provider ou en bloc. Et ben ça, c'est grâce à la puissance de Flutter que tous les widgets sont des arguments et au final, c'est pas compliqué de redessiner tout ce qui est en dessous parce que ça va juste redonner des nouveaux arguments aux vues et s'il n'y a rien de changé, au final, ça va juste redessiner ce qu'il y avait avant. Par contre, s'il y a quelque chose à changer, ben, ça va juste demander à la frame actuelle, enfin aux frames suivantes, d'animer vers les nouveaux états. Et ça, c'est super simple. Et c'est d'ailleurs ce que fait aussi le thème, il me semble, de Material App. Vous pouvez changer les couleurs instantanément. Et lui, là où il est fort, c'est qu'il gère aussi le texte. J'ai pas voulu le gérer dans l'application parce que Neumorphic, ici, c'est que des containers. Le texte ne fait pas partie de la librairie Neumorphic. Voilà, on a fait le tour de tous les widgets que je voulais vous présenter. Je ne sais pas du tout combien de temps on a tenu. Potentiellement 1 heure. 1 heure, c'est très bien. Pour rappel, la librairie est disponible sur le GitHub d'Aidian, full open source. N'hésitez pas à tester, à contribuer, à remonter des issues et à me dire ce que vous en pensez. J'ai publié une version web qui est disponible directement sur le GitHub pour tester. Actuellement, le web n'est pas très performant. On va essayer d'améliorer de notre côté pour améliorer les performances au moins de la librairie sur le web. Par contre, sur tout ce qui est Android, iOS, Mac, en tout cas c'est ce que j'ai testé, ça marche très bien. On n'a pas de perte de performance. Et je vous remercie pour l'écoute. Je ne sais pas s'il y en a qui sont partis en cours. Merci pour tous les commentaires que vous avez mis. Et on va commencer à répondre aux questions. Et n'hésitez pas à mettre des stars sur la librairie, si ça vous intéresse, des pouces sur le Dartpub et je rappelle, la cloche et les pouces sur le YouTube du Flutter Paris, Flutter France. C'est super cool ce qu'ils font. Et on va commencer à répondre aux questions. Oui, tout à fait. Je reviens juste pour les questions. Donc, il faut que vous alliez sur flutter.paris/questions avec un S. Vous posez vos questions dessus et elles vont automatiquement apparaître. Donc là, je vais juste mettre pour que tu... Ah, il y a ma sœur. Salut, Mandine. Faut que j'aille sur le lien ou tu le mettais sur le... Faudrait que tu le mettais sur le... sur l'écran principal. Alors, tu utilises quelle solution de state management dans ta app? Quand vous parlez de state management, j'imagine que vous parlez de tout ce qui est bloc, de Mobix, de tout ça. Enfin, j'imagine. Euh, alors, moi, à côté, je donne des cours en mobile à certains étudiants. Pour eux, je leur apprends à utiliser directement ce qui est dans le framework Flutter, c'est-à-dire les set state, parce que je trouve ça plus simple à appréhender. En perso, j'utilise Block. Et sur quelques exemples, j'ai utilisé Mobix. Après, je ne dis pas que j'ai la science infuse pour tout ce qui est gestion de state management. Je viens du monde Android. En Android, on a l'habitude de faire des view models et des live data. Et ce qui ressemble le plus en Flutter, c'est les blocs. Donc, naturellement, je dirais, je suis allé vers bloc parce que c'est l'architecture que je connais. Par contre, j'avoue que Mobix gère directement l'inscription à un type de données. Par exemple, si tu t'inscris à une variable qui est dans ton objet Mobix, bah, dès que la variable change, ça va redessiner ton widget. Donc ça, je trouve ça super cool. En perso, j'utilise Block. Après, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Hein. Vous êtes même libre d'en créer vous-même. Flutter, c'est
on est encore, je pense, au début de l'open source sur Flutter. Il y a encore beaucoup de packages qui sont créés qui n'existent pas encore ou qui sont à inventer. Comment ça se passe la mise à disposition en package? Le déploiement sur Flutter Pub se fait super bien. En gros, quand vous installez Flutter avec Flutter Doctor, il rajoute à l'intérieur de la ligne de commande Flutter, il y a un Flutter Publish, il me semble. Moi, je l'ai mis dans .sh, qui est dans le GitHub en plus, vous pouvez le voir. Il y a un Flutter Publish. Il y a juste quelques informations à mettre dans le PubSpec. Par exemple, la version, la description, la homepage, le lien du Git, des trucs comme ça. Après, tu lances la commande. Il vérifie tous tes fichiers Dart. Il te met s'il y a des améliorations, des warnings, des trucs comme ça. Là, il te montre un lien où il t'ouvre Chrome pour que tu te connectes avec ton compte Google, pour que tu lui dises qui tu es. Et après, il le publie pour toi sur ton compte. Et c'est instantanément. C'est instantané, je veux dire. Et après coup, il te renvoie des alertes pour te dire, par exemple, tu as utilisé trop de packages qui sont dépréciés, tu as des lignes utilisées, des imports utilisés. Et à toi de modifier ton code et repousser une version intermédiaire. Comment on rejoint le Slack Android FR? Le plus simple, c'est que, Edouard, tu mettes le lien directement dans le YouTube. Là, je ne l'ai pas directement. Il doit sûrement y avoir moyen de pousser une invitation. Mais c'est une très bonne initiative, rejoins-nous. Comment tu gères la duration pour les changements d'état? La duration, comme j'ai expliqué, c'est un attribut de l'objet Neumorphic Container. Et c'est un attribut que je rebalance directement au Animated Container. Donc, pour gérer cette duration, je la demande juste à l'utilisateur qui instancie le widget, ou alors, j'en mets une par défaut qui doit être à 300 millisecondes. Est-ce que peut juste changer la fonction de l'ERP pour ne pas avoir autre chose qu'une interprétation linéaire? Alors, le LERP, faut pas y toucher. C'est pas à ce niveau-là, en fait, c'est plutôt au niveau de l'animated container que, en plus de la duration, il prend ce qu'il appelle un objet de type curve, une courbe, avec des is in, des is out, en gros pour que ça s'accélère au début, que ça se ralentisse à la fin, tout ça, pour que ça soit linéaire. Et c'est juste au niveau de l'animated container qu'il faut le faire. Il me semble qu'actuellement, je ne l'ai pas mis dans le Neumorphic container. Ça me fait penser que ça serait bien de le mettre dans la prochaine version. Donc dans la 1.0.3 plus 2, 3, je sais pas quoi, je le mettrai. C'est pas non plus un breaking change, mais il y a moyen de le changer juste en le demandant à l'utilisateur de le fournir à la création du Neumorphic container ou de tout autre container d'ailleurs. Faut le mettre partout. Tu penses que faire une librairie de chart animé, un histogramme serait compliqué à faire en suivant un peu une méthodologie que tu utilisais? Non, franchement, c'est souvent les exemples qu'ils montrent, c'est des barres de chart, enfin des barres de, comment on dit en français, d'histogrammes animés avec des LERP ou même avec des animated containers. Tu fais juste genre une ligne avec des animated containers qui ont une hauteur par rapport à la valeur qu'ils ont actuellement. Donc ça pourrait être avec des fractionally sizebox en hauteur qui recevraient le pourcentage. Et c'est tout en fait. Tu passes juste d'une valeur à une autre et ça va animer directement les éléments. Et tu n'as même pas besoin de toucher à du Canva comme tu es en Flutter, quoi. Et niveau performance, ça va être bien. Tu vas pouvoir mettre des gradients et tu peux essayer de le faire. Au pire, essaye de le faire et viens me voir sur Twitter et je t'aiderai et il n'y a pas de souci. Par contre, je ne sais pas qui t'es anonyme. Y a-t-il une différence de performance lorsque tu crées un nouveau widget, genre checkbox, avec du Vanilla stateless sans custom render object? Oula, j'ai aucune idée de quoi tu me parles. Le Vanilla stateless. Par contre, le fait de passer d'un stateful à un stateless, moi, j'ai pas noté de différence de performance et normalement, il n'est pas censé y avoir. Parce que, en fait, derrière un stateful ou un stateless ou peu importe tous les widgets, en fait, même si tu recrées, derrière, tu as un objet render qui, lui, est vraiment le truc qui est dans l'arbre, qui dessine, qui, lui, ne va pas être détruit entre deux affichages de l'élément. Le render va être persisté, et même si tu recrées un widget, au final, qu'il soit stateless ou stateful,
le render va être persisté entre les deux et au final ça va donner le même rendu. Donc pas de perte de performance. Block, Redux ou Mobix, tout à fait. Donc ça ne doit pas être une question. Comment se passe la mise à disposition de packages? J'ai répondu. Comment organises-tu tes applications? Par exemple, un package widget, un package page, un package block, etc. 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 Alors ça dépend. Du coup, si on parle d'application ou de librairie, là je vais parler de librairie. Bah, dans une librairie, tu es censé, normalement, la norme veut que tu fasses un dossier SRC et qu'à côté tu mettes un fichier .dart qui fasse plein d'import et d'export. Comme ça, si tu importes juste ce fichier Dart, tu as tous les widgets qui sont inclus avec. Et du coup, tu mets, après, tu t'organises comme tu veux dans le SRC. Dans le cas où c'est une application, alors je dirais bien, tout le monde fait un peu comme il veut. Moi, j'aime bien séparer, en tout cas, mettre le bloc au moins dans un fichier différent. Moi, j'organise par feature. Par exemple, je vais avoir, je sais pas, si je donne un nom, login, tu vas avoir login qui va contenir son login page et son login bloc, voire même le login widget et du coup le page créer le bloc et créer le widget et du coup va se foutre au-dessus. Après, je dirais bien, on est encore au début de ce qui se fait en termes d'architecture en Flutter. Donc tout le monde va proposer un peu des bonnes practices et il y en a qui vont sortir, il y en a qui vont rester. T'es pas obligé de faire comme moi après. Penses-tu à créer un widget texte neumorphique avec des styles concaves, convexes, etc. C'était en fait quand j'ai créé le GitHub de neumorphique, pour ceux qui étaient là au début, j'ai blindé les issues de To-Do. To-Do, je dois faire le radio, le checkbox, plein d'autres trucs, et dedans, il y avait les textes. Et les textes, ce qui est un peu plus compliqué, c'est que c'est pas des rectangles ou des ronds ou des ronds rects, donc il faut attendre que la partie qui gère des custom pass, des formes custom, soit faite avant de pouvoir attaquer les textes. Et je n'ai pas trouvé comment récupérer le chemin, la forme d'un texte, donc un pass, à partir d'un objet texte. Ça doit être faisable. Peut-être que j'ai juste pas trouvé actuellement comment faire. Si vous connaissez, envoyez-le moi sur Twitter ou sur les commentaires, ça m'intéresse, comme ça c'est du temps de gagner. Mais j'aimerais bien en tout cas qu'on ait au moins un flat ou un emboss des textes. Et si possible, oui, sortir dans une version 1.4 neumorphique avec des textes qui, par exemple, seraient enfoncés dans un bouton. Et ça serait super beau. Qu'est-ce qui va se passer si quelqu'un essaie d'accéder au matériel theme data si le neumorphique theme data est au top? De toute façon, c'est deux objets complètement différents. C'est comme si je te disais comment tu vas essayer d'accéder à ton... si tu fais du bloc ou du Mobix, comment tu vas essayer d'accéder à ton login bloc si au-dessus tu as un sign up bloc. Au final, c'est deux objets différents, donc ça va trouver l'un ou l'autre. Il n'y a pas de conflit entre les deux. Et surtout, dans les neumorphiques widgets, ça n'utilise rien qui vient du theme data du matériel. Donc il n'y a vraiment aucun conflit entre les deux. Y aurait-il un neumorphique app widget? La réponse est non, parce que le app widget, je ne sais pas si vous avez regardé le code qu'il y a à l'intérieur. J'ai regardé, il y a à peu près 500 lignes de code et beaucoup de classes intérieures. En fait, il gère la navigation, le thème data et plein d'autres trucs chelous qui marchent très bien, mais que j'ai pas envie de refaire. Donc, je pense que ce qu'il faut, c'est continuer d'utiliser le matériel app parce que il fait tout, hein, et surtout il y a d'autres gens qui le maintiennent autre que juste moi ou Olivier. Et par-dessus, dans une application, on peut faire cohabiter le neumorphique et le matériel. Donc, on garde tout ce qui est neumorphique, tout ce qui est matériel app widget, le scaffold qui fait bien le taf, et à l'intérieur, on met des neumorphic elements. Et ça marche très bien. Pour faire un widget, tu préfères extend class container, super de stateless widget. Alors, je préfère le deuxième. La question, c'est est-ce que je préfère étendre container, comme on le ferait en Android, ou je préfère faire un stateless widget qui contient un container. Dans mon cas, et dans votre cas, j'imagine, Flutter n'a pas été pensé pour étendre des objets. Ça n'a aucun intérêt, à part si les objets sont abstraits.
ça n'a aucun intérêt de l'étendre. En plus, tu devras te taper tout le code pour construire un container par an, enfin un plan de super à partir du code de ton objet, par exemple neumorphic. Du coup, tu es obligé de redéfinir tous les arguments. Si demain il y a une mise à jour de Flutter qui rajoute un argument, tout va péter. Du coup, c'est super compliqué. Et en plus, bah, ça n'a aucun intérêt parce que, au final, c'est un objet qui marche tout seul. Si tu as de la logique à rajouter, Flutter a été pensé dans le but où, si tu veux rajouter un padding autour d'un élément, enfin, dans un élément, ou plutôt un marking autour d'un élément, tu l'entoures d'un padding. Si tu veux le rendre cliquable, tu l'entoures d'un gesture détector. Donc en fait, c'est ce que tu as l'habitude de faire naturellement quand tu crées tes pages Flutter, c'est d'entourer d'une colonne, d'entourer d'un padding, d'entourer de tous les widgets qui existent au monde. Et ben là, en fait, c'est la même chose. Ça sert à rien d'étendre container, d'étendre radio bouton, d'étendre checkbox. Tu pars d'un truc qui existe, tu mets un stateless, un stateful, et tu composes, t'entoures autour de toutes les logiques qui t'intéressent. Et je pense que c'était la dernière question.